Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on va parler d'une base de données graph qui s'appelle Neo4j. Et comme c'est le thème du jour, on va l'utiliser pour cartographier l'univers de Star Wars. Je m'appelle Thomas Martin, je suis tech lead backend chez Wooz, qui est un éditeur de logiciels de staffing. Et je suis accompagné Michael Barou, enchanté. Donc, je suis consultant full stack depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Je suis aussi cofondateur de la société Code With Us, donc, sur Rennes. Et donc, je suis ravi de faire le talk avec Thomas, avec qui j'ai travaillé chez Wooz pendant presque 2 ans. Le plan de vol pour aujourd'hui, donc attachez vos ceintures. On va commencer par une petite définition, un historique de Neo4j pour savoir ce que c'est. Les avantages, les inconvénients, les différences par rapport aux bases relationnelles. Et ensuite, on basculera sur une étude de cas, donc avec la cartographie de Star Wars dont on parlait tout à l'heure. On fera une petite live démo. Donc, ça va être le petit moment. On espère que tout va bien se passer. Et pour vous montrer un peu le requêtage et la visualisation des données. Et après, on va vous expliquer, parce qu'on ne travaille pas sur Star Wars au quotidien, donc des exemples d'applications réelles. Donc, qu'est-ce que c'est Neo4j? Donc, on va remonter à la théorie des graphes. Rassurez-vous, je ne sais pas si vous avez fait la conf sur les maths là, en amphi A, ça va être beaucoup moins prise de tête. Donc, l'histoire de la théorie des graphes, elle se base notamment grâce à Léonard Euler, donc, qui est le big boss de la théorie des graphes, donc au XVIIIe siècle. Et donc, en fait, il a étudié des phénomènes différents dans la vie de tous les jours. Et en fait, grâce à ça, il a créé pas mal d'algorithmes et de théorèmes en fait à partir de ça. Donc c'est un domaine mathématique. Donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler par exemple du problème du déplacement du cavalier sur l'échiquier. En gros, c'était un petit jeu où il fallait décaler le cavalier sur l'échiquier sans repasser 2 fois par la même case. Donc ils se sont bien pris la tête là-dessus. Il a modélisé ça grâce justement à des graphes. Il y avait également le problème des ponts de Königsberg. Donc en gros, c'est une petite ville qui est traversée par un fleuve. Donc il y a des îles et il y a 7 ponts dans cette ville. Et en fait, tous les habitants de la ville, c'était un peu le challenge de trouver en gros un chemin qui passe une seule fois par chaque pont et qui revient au point de départ, peu importe le quartier dont on partait. Et donc pendant des années, ils se posaient la question, est-ce que c'était possible, est-ce que c'était pas possible, etc. Et donc notre bon Léonard, il a modélisé ça de façon sous forme de graphe, donc avec un ensemble de sommets qui étaient en gros les quartiers, et des ensembles d'arcs qui étaient les ponts sur lesquels il passait. Et donc il a étudié ça, il a créé des théorèmes, donc on parle de parcours eulérien quand on passe une seule fois par chaque arête d'un graphe, et un cycle eulérien, c'est un parcours eulérien particulier qui fait qu'on revient au point de départ. Et donc partant de là, il a déterminé que pour qu'il y ait un cycle eulérien dans un graphe, il fallait que tous les degrés d'un sommet soient pairs. Les degrés d'un sommet, c'est le nombre d'arêtes qui partent d'un sommet. Donc, par exemple, là, vous voyez que le nœud du haut, il y a 3 arêtes qui relient ce sommet. Et du coup, il n'y a pas de parcours eulérien qui est admis dans ce graphe. Donc, malheureusement, les habitants de Königsberg ne peuvent pas franchir chaque pont une seule fois. Donc, grosse déception. Il y a également des problèmes de coloriage de cartes. Je ne sais pas si vous avez fait un peu ça en maths. Nous, on a fait ça à l'IUT avec Monsieur Bro. Donc, big up. En gros, c'était attribuer une couleur différente à chaque sommet, de façon à ce que chaque sommet relié par un graphe n'ait pas la même couleur que son voisin. Et donc, en gros, ce qu'on essaie de faire, parce que sinon, si on met une couleur différente pour chaque sommet, c'est réglé. Le but, c'est de trouver le nombre minimum de couleurs qu'il faut pour colorier le graphe. Et donc, ce nombre s'appelle le nombre chromatique. Et c'est très utilisé, par exemple, pour les applications genre le sudoku, je ne sais pas si vous en faites souvent. Mais en gros, ça permet de ne pas avoir 2 fois le même nombre dans la même carré, la même ligne, etc. C'est utilisé aussi dans les réseaux télécoms. Par exemple, les antennes qui sont assez proches elles ne peuvent pas utiliser les mêmes fréquences, sinon il y a des interférences. Et du coup, en gros, ils mettent des couleurs en fait aux antennes. Et quand elles sont dans une certaine proximité, ils mettent des arcs entre eux. Et du coup, ça leur permet de définir un graphe. Et aussi les problèmes d'incompatibilité. Donc, je ne sais pas si vous faites des plans de table, des fois, genre au mariage, les anniversaires et tout.
Et ça peut être une solution de mettre une couleur par table et mettre des relations en fait entre les gens qui seront des sommets. Et vous pouvez mettre des arcs, par exemple quand les gens sont fâchés, se disputent, ou quand vous voulez que le tonton un peu bourré vous n'embête pas votre belle-mère, par exemple. Donc ça vous permet de définir des plans de table ou ce genre de problème. Donc vous l'avez vu. Donc un graphe, ça permet de représenter donc des nœuds et des relations entre les éléments. Et ça c'est vraiment des applications réelles de problèmes. On en a parlé de quelques-uns, il y en a plein. Il y a les réseaux routiers, les réseaux de communication, les circuits électriques. Même dans la nature, il y a des choses avec les espèces animales. Et donc vraiment, c'est un courant de pensée mathématique à la base. Et du coup, on va vous expliquer le lien avec la choucroute. Donc Neo4j, c'est donc un système open source de gestion de bases de données graphes, vous l'aurez compris. Donc c'est fortement adapté quand les données sont fortement connectées entre elles, et donc dans des cas où les modèles de données évoluent beaucoup et sont assez complexes. Un bref historique de l'outil Neo4j qui nous intéresse aujourd'hui. Donc le premier prototype de Neo4j, il est sorti en 2000. Donc c'est codé en Java. Sachez-le, ça reste très performant. Et du coup, ils ont sorti la première version production ready en 2003, donc 3 ans après. Et ensuite, ils ont créé une société autour de ce produit, donc qui s'appelle Neo Technology, et ils ont open sourcé le code en 2007. Ensuite, ils ont fait vraiment, c'est devenu vraiment une start-up aux États-Unis. Ils ont mis de l'argent dedans, ils ont fait des levées de fonds, et la 1.0 est sortie en 2010. Aujourd'hui, on doit être en 5.4 si je dis pas de bêtises. Donc, qu'est-ce qu'une base graphe? En gros, c'est vraiment dédié au stockage de données de type graphe, étonnamment. Donc, vous allez avoir des nœuds et des arcs, ou alors on appelle ça aussi des relations dans l'outil Neo4j. Donc, un petit exemple de graphe. Donc, vous allez avoir des nœuds. Donc, par exemple, là, vous avez 5 nœuds. Vous allez avoir des relations. Donc là, vous remarquez qu'il n'y a pas de sens dans les relations. A et D et D et A sont strictement équivalents. Et vous allez avoir des nœuds qui n'ont pas de relation, des nœuds qui en ont une, peu importe. La chose principale qui sont à noter, c'est qu'en fait, on va pouvoir stocker de la donnée au niveau des sommets et au niveau des arcs. Donc il y a différents types de graphes. Donc là, je vous ai montré des graphes non orientés, donc il n'y a pas de sens dans les relations. Il y a aussi des hypergraphes, je ne vais pas en parler plus que ça. Et ce qui va nous intéresser, nous, ça va être les property graphes. Donc voici un exemple de property graph que j'ai pris dans la vie réelle. Donc vous allez avoir différents types de nœuds. Donc par exemple, vous allez avoir des nœuds de type employé, de type entreprise, de type ville, et vous allez avoir des relations entre ces nœuds. Donc là, vous voyez que les flèches, elles ont un sens. Donc nous, Neo4j, on va vraiment utiliser des relations avec une direction. Donc là, par exemple, vous allez voir un lien entre Alex et CodeWithUs qui est works for, donc vraiment on donne un sens en fait à la relation. Vous allez pouvoir mettre des attributs sur cette relation, donc par exemple une date, peu importe, un matricule par exemple sur un employé, et vous allez avoir des relations qui sont dans l'autre sens, entre les entreprises et les employés. À mon tour de parler, je vais vous parler des différences entre Neo4j et les autres types de bases de données. Qu'est-ce que ça change concrètement? Ce que vous devez connaître, c'est les bases relationnelles. Les bases relationnelles, c'est des tables, des colonnes et un schéma qui impose des contraintes sur toutes les données, qu'elles soient normées de la même façon. Vous connaissez aussi probablement les bases documents, ou ce qu'on appelle NoSQL, et donc dans les bases documents, chaque document a son propre schéma et on n'impose pas de contraintes d'un document à l'autre pour qu'il respecte le même schéma. Même si c'est complètement autre chose, ça va être un peu compliqué d'utiliser, mais il n'y a pas de contraintes fortes. Donc pourquoi on a fait des bases de documents? Parce qu'on avait plutôt des bases relationnelles au départ. C'était d'avoir un schéma flexible, justement, et donc du coup de pouvoir faire évoluer nos données au fur et à mesure du temps, de manière beaucoup plus simple. De pouvoir aussi facilement partitionner, de faire de la haute dispo du coup parce qu'on peut faire des clusters et qu'on n'est pas embêté parce que les documents sont à peu près indépendants. Et voilà, il y a aussi une notion de, en fait, dans un document, on peut facilement faire des documents imbriqués, des relations un peu complexes, etc., sans se taper un modèle de données Meurize qui est sur une page de la taille de l'écran qui est là.
Donc il y a aussi cette facilité-là, et c'est ça qui fait que les bases de documents ont pris un essor. Neo4j, lui, il se trouve un peu entre les deux. Côté propriété, on a vu qu'on mettait des propriétés sur les nœuds, sur les relations. Une relation, c'est dans Neo4j, c'est arc et sommet en graphe, on va dire mathématique. Ça veut dire la même chose. Et donc là-dessus, on n'a pas de schéma. On peut avoir un nœud qui a telle propriété, un autre qui en a une autre. Il n'y a pas de contrainte là-dessus. Par contre, ce qu'on prend des données relationnelles, c'est qu'on a des transactions. Donc voilà, on a un peu ces deux côtés-là. Et après, on a des API dédiées pour la lecture de graphes, pour le parcours de graphes, etc. Donc ça, c'est normal. On prend les algorithmes mathématiques qui vont avec. Et alors surtout, ce qui va être très important, c'est qu'on optimise la lecture du graphe en passant et de la traversée des nœuds, des relations, la traversée du graphe. Donc ça s'appelle l'IFA, ça veut dire Index Free Adjacency. Et donc en fait, on va un peu retourner le paradigme des bases classiques qui, en fait, créent des index pour faciliter la lecture et pour dire que, en fait, entre telle table et telle table, le mapping des ID, c'est celui-ci. Quand Neo4j, lui, en fait, il va stocker pas des index, mais la façon dont il stocke les nœuds et les relations fait qu'en fait, il stocke en même temps les pointeurs. En fait, il stocke déjà le lien qu'il y a entre les données. Et donc, ça permet que quand on traverse le graphe, on suit des pointeurs entre les nœuds et les relations, et on n'utilise pas d'index, en fait. Et donc, je vais laisser Michael reprendre la parole pour vous montrer un exemple concret de comment ça marche. Alors, on va prendre l'exemple d'une hiérarchie de groupes. Donc là, on va avoir 3 groupes avec un ID. Et en fait, ils ont une hiérarchie, donc chaque groupe a un parent, ou pas, si c'est le papa. Donc comment on modélise ça dans une base de données traditionnelle donc on va avoir nos 3 groupes avec un nom, un ID, et on va avoir le parent de chaque groupe. Donc on va rajouter une colonne avec une foreign key donc sur la même table. Donc par exemple, on va voir que le groupe 1, son parent c'est lui-même, donc il n'a pas de parent. Le groupe 2, son parent c'est le 1, et le groupe 3, son parent c'est le 2. Et en fait, ce qu'on va essayer de déterminer, en gros, c'est de remonter cette hiérarchie. On va partir du 3e groupe, et on va essayer de trouver son parent au 3e niveau, je crois. Dans Neo4j, c'est un peu plus naturel comme modélisation. Donc on va modéliser ça de façon à créer des sommets pour chaque groupe. Donc là, on va avoir 3 groupes qui sont 3 nœuds. Et on va avoir des relations qui sont leurs liens de parentalité, en fait. Donc par exemple, là, on voit bien que le groupe 3, qui est tout à droite, son enfant, il est enfant du groupe 2. Le groupe 2 est enfant du groupe 1. Et le groupe 1 est enfant de lui-même. Au niveau des requêtes également, du coup, si on compare, dans un système traditionnel, par exemple SQL, on va devoir faire des sous-requêtes pour aller chercher autant de sous-requêtes qu'on a de niveaux d'imbrication. Là, par exemple, on a 3 niveaux d'imbrication. Donc, on va partir de celle qui est la plus basse pour aller chercher son parent. On va remonter son ID. Après, on va aller chercher le parent de celui-là. Et après, on va refaire ça une 3e fois. Au niveau de Neo4j, c'est un peu plus lisible aussi. Donc là, vous allez définir votre notation avec les parenthèses, c'est pour dire que c'est un nœud. Donc c'est un nœud de type groupe qui a l'ID 3. Donc ça, c'est vraiment, c'est ce qu'on appelle une encre. Donc c'est vraiment le départ de la requête. On va partir de ça. Et en gros, on va aller traverser le graphe. Donc avec les petites flèches, c'est pour dire qu'il y a une relation. Donc il va y avoir une relation avec un autre groupe. Cet autre groupe va avoir une relation avec un autre groupe aussi. Et en fait, on va récupérer le N, qui est l'élément qui nous intéresse, donc qui est le groupe parent du groupe au 3e niveau. En termes d'exécution, qu'est-ce que ça donne? Donc j'ai repris la requête que je vous ai montrée juste avant. Donc comme je vous expliquais, la première chose que va faire le moteur de base de données, il va aller descendre le plus bas possible dans vos requêtes. Il va aller chercher le parent du groupe d'ID 3. Donc il va aller regarder dans son index où il se trouve, il va récupérer la valeur. Ensuite, il va remplacer cette valeur dans la 2e requête. Donc pareil, il va aller utiliser un index, il va récupérer cette valeur, et il va le faire une 3e fois. Donc là, quand il fait ça, du coup, le moteur de base de données, il fait 3 query plans,
Il fait 3 index lookup pour essayer d'aller chercher et optimiser la récupération de l'ID du parent. Et il fait 3 lectures de base. C'est plutôt lent. Le gros avantage de Neo4j, comme le disait Thomas tout à l'heure, c'est qu'il va stocker du coup à l'écriture directement. Donc il va stocker les nœuds et les relations. Donc là par exemple, vous avez les 3 nœuds qui sont en vert et les 3 relations qui sont en bleu. Il va stocker à l'écriture, donc au moment où on va écrire la donnée, les liens entre ces nœuds et ces relations. Donc là, par exemple, le groupe 1, il a comme lien l'ID 4 et 5, qui sont des relations. Donc ces relations, vous les avez à droite, qui sont liées à 1 et qui relient 1 en fait. Donc en fait, vous allez, au moment de traverser, vous allez juste utiliser ces relations de pointeur en pointeur pour aller chercher la donnée. Donc si on essaie de le faire de façon itérative, on part de l'encre, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est encadré en rouge là. On va aller récupérer son enfant, donc, qui est la case 6, qui va nous emmener au groupe 2. Ensuite, on va arriver sur la relation 5 qui est reliée au groupe 1. Et de la même façon, on va passer par la relation 4 et on arrive à l'ID du groupe 1. Et en fait, le gros avantage de ça, c'est qu'en fait, on ne va pas faire de lookup d'index, on ne va pas scanner de table, et donc c'est en temps constant. C'est-à-dire que vos requêtes SQL, elles ont beau être optimisées à l'instant T, vos données elles vont évoluer dans le temps, vous allez en avoir de plus en plus, et vous allez voir que vos requêtes elles vont ralentir dans un modèle SQL traditionnel. L'avantage du graphe, du coup, c'est comme vous payez le temps à l'écriture, et bien en fait, à la lecture, vous allez juste traverser le graphe, et vous allez gagner beaucoup de perf à la lecture. Donc on a vu au travers de ces exemples pas mal d'avantages, donc notamment le fait que la modélisation soit plus naturelle, donc que ça soit au terme de requêtes ou même des données. Quand les données sont fortement connectées, donc là typiquement là on a le cas de la hiérarchie, il y a d'autres cas où c'est également plus avantageux de faire de la base de données graph. Vous allez avoir un modèle qui est flexible, donc comme disait Thomas tout à l'heure, vous n'avez pas de rigidité de cadre, vous allez pouvoir avoir des propriétés sur certains documents, pas sur d'autres, et également sur les relations. Donc ça c'est quand même pas mal pour évoluer à travers le temps, vos applications vont évoluer, il va y avoir des contraintes qui vont arriver, etc. Donc c'est quand même assez flexible. La performance du parcours, donc le système d'IFA, ça vous permet d'avoir des bonnes performances de traversée, donc à travers le temps aussi avec l'augmentation du volume de données. Et vous allez avoir une facilité d'intégration. La plupart des outils, Neo4j propose des clients dans pas mal de langages. Donc vous allez en avoir en Java, en Node, je ne sais pas trop, mais il y en a dans plein de langages différents. Et il y a quelques inconvénients du coup, notamment que c'est un langage de requêtage, Cypher, donc qui est différent de SQL. Donc effectivement, il faut prendre en main le langage, connaître un peu ses subtilités, etc. Vous allez avoir une complexité de partitionnement, parce qu'un graphe, c'est pas facile à partitionner, du coup, à faire de l'horizontal scaling, c'est un peu compliqué. Et ça a aussi les inconvénients de ses avantages, c'est très flexible, mais du coup, en fait, si vous n'avez pas de schéma sur les propriétés. Donc par exemple, vos nœuds, ils sont pas obligés d'avoir les mêmes noms d'attributs. Et du coup, par contre, si vous n'avez pas ces attributs-là sur ces nœuds, quand vous allez faire des requêtes, potentiellement, il n'y a rien qui va vous empêcher de ne pas remonter certains nœuds. Donc c'est à vous de faire attention à votre schéma de données. Et je vais laisser la place à Thomas. Donc Michael, vous parlez tout de suite que Neo4j, c'est un langage de requêtage un peu particulier qui s'appelle Cypher. On va un peu rentrer dedans sur un cas qu'on a inventé pour l'occasion, qui est la cartographie de l'univers de Star Wars. Alors comment on modélise ça? La galaxie, Star Wars, il n'y en a qu'une, elle est composée de systèmes solaires entre guillemets, c'est pas le soleil, mais c'est des systèmes stellaires en tout cas. Les systèmes, ils ont des distances les uns avec les autres, ils ont une étoile. En vrai, dans Star Wars, il y a des systèmes à 2 étoiles, mais on va simplifier, on va dire qu'il n'y a qu'une étoile. Et autour de ces étoiles, il y a des planètes qui orbitent. Chaque planète, elle a une certaine distance par rapport à son étoile. On va aussi faire des orbites circulaires. On va s'éviter les ellipses, s'il vous plaît. Et ces planètes, elles ont ou pas des lunes. Je dis des lunes, parce qu'ils disent des lunes dans Star Wars. Vous pouvez dire satellites, mais... et aussi, ces lunes, elles orbitent autour de leur planète avec une certaine distance. La dernière chose qu'on va mettre dans notre modèle, c'est qu'il y a des espèces qui vivent dans la galaxie Star Wars. Et du coup, les espèces, elles habitent ou elles n'habitent pas sur une planète, sur une lune. Je ne crois pas qu'il y ait des espèces qui habitent sur des étoiles, ce serait étrange. Donc il n'y en aura pas dans notre modèle en tout cas. Voilà de quoi on parle. Je prends un exemple. C'est un vrai système dans Star Wars, pour le coup.
qui s'appelle Bspin. Le système Bspin, il a une étoile qui s'appelle Bspin. Il a aussi une planète qui orbite autour de cette étoile, qui s'appelle Bspin aussi. C'est très pratique. C'est souvent comme ça en Star Wars. Il y a une planète principale et l'étoile a le même nom, et le système a le même nom. Bon, il y a deux autres planètes qui tournent autour de Bspin, s'appellent Miser et Aurine. Ces deux planètes n'ont pas de lune. En revanche, la planète Bspin a deux lunes, qui s'appellent Drudona et Ashgard. Et en termes d'espèces, ça va, on n'en a pas trop. Il n'y a que des espèces qui habitent la planète Bspin. Il y a les néo-bespiniens, les Tibanuk et les humains. Il y a un dernier petit lien qu'on voit là, je l'ai mis en pointillé parce que la lune forestière d'Andor, vous savez, c'est là où il y a les Ewoks. Il y a des humains qui vivent dessus. Donc en fait, voilà, c'est juste pour montrer qu'une espèce, elle peut vivre sur sur des astres de plusieurs systèmes. Donc je l'ai mis en pointillé parce que la lune forestière d'Andor ne fait pas partie du système Bspin, mais c'est pour montrer que notre modèle, les espèces peuvent vivre dans plusieurs systèmes. Donc on va faire ça dans Neo4j. Et on va faire, vous avez un gros cipher là dès le départ, comme ça, je vous ai bien mis une belle enclume sur la tête. On va prendre le temps de découper tout ça. Donc pour créer des nœuds ou des relations, on a un mot-clé qui s'appelle create. Et là, qu'est-ce que je crée? Je crée un système qui s'appelle Bspin. Donc c'est un nœud. Michael dit tout à l'heure, entre parenthèses, c'est un nœud. Vous voyez le 2.système, ça me donne le type. Ça s'appelle un label en Neo4j, mais moi j'appelle ça un type. Ça c'est un type. Et on met entre accolades, on peut mettre des propriétés. Donc là, j'ai un système qui s'appelle Bspin. Et j'ai une relation que je peux aussi typer avec pareil le 2 points. Donc là, c'est une relation de type belongs to. Et au bout de cette relation, je mets une étoile. Et l'étoile s'appelle Bspin, ce qu'on a vu juste avant. Donc j'ai une étoile qui appartient à un système. Autour de cette étoile, il y a une planète qui orbite qui s'appelle Bspin. Donc là, il y a une relation qui s'appelle orbit surround. Donc c'est un autre type de relation. Et j'ai une autre relation orbit surround parce que autour de ma planète Bspin, j'ai une lune qui s'appelle Drudona qui orbite. Et donc je peux écrire tout ça d'un coup. C'est mon cipher. Et tous ces nœuds et toutes ces relations vont être créés. Il y a quand même quelque chose que vous voyez aussi, c'est qu'il y a des petits chevrons. En fait, ça représente des flèches. Quand on crée en Neo4j, les relations doivent avoir un sens. On ne peut pas faire de relations qui ne sont pas orientées. Donc là, j'ai orienté. Alors j'aurais pu écrire mon cipher complètement dans l'autre sens. J'aurais pu commencer par ma lune et mettre orbit surround et partir vers la droite. Et voilà, ça aurait fait exactement la même chose. Ensuite, il y a le merge. Le merge, en gros, c'est comme le create, mais ça nous évite les doublons. Donc là, si je réécris mon create, c'est la même chose que j'ai écrit juste avant en écrivant merge. Vu que j'avais fait un create avant, en fait, là, il va rien se passer. Neo4j, il va me dire, moi, j'ai pas créé de nœud, j'ai pas créé de relation, parce que tout ça, ça existe déjà. Le merge, qui est le ski suivant, là, j'ai ma planète Bspin, mais j'avais aussi deux planètes à ajouter, c'était Miser et Aurine. Donc je pourrais me dire, je vais faire mon merge, et puis autour de mon étoile Bspin, je mets ma planète Miser. Attention, si je fais ça, merge, en fait, lui, il regarde l'entièreté du pattern. Enfin, le pattern, c'est le cipher, enfin, c'est tout ce qui est mes petites parenthèses, mes petits crochets, etc. Et il se dit, en fait, si je prends l'entièreté du pattern, ça n'existe pas. Donc si j'écris juste ça, il va me recréer une planète qui s'appelle Bspin. Donc là, c'est pas vraiment ça qu'on veut faire. On veut du coup faire un match. Je vais un petit peu expliquer plus le match après, mais le match, il me sert à sélectionner mon étoile Bspin. Donc là, vous voyez qu'avant le 2.star, en bas, j'ai écrit star en minuscule. En fait, ça, j'aurais pu appeler ça Toto si je voulais. C'est un nom de variable. Donc, je sélectionne l'étoile qui m'intéresse, et là, je merge sur cette étoile, et je mets ma planète Miser en orbite autour de l'étoile. Ensuite, je peux mettre des propriétés. On a vu ça tout à l'heure. Donc, pour mettre des propriétés, on utilise set. Donc là, je refais mon match, je resélectionne mon étoile. J'ai toujours mon star là qui est ma variable et ça me permet de faire un set star.masse égale 25. Donc je dis que l'étoile Bspin elle a 25 masses solaires. Je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas vérifié. Et donc je peux aussi faire des propriétés sur des relations. Donc en dessous, ce que je fais, c'est que je fais un match.
je trouve mon étoile Bespin, ma planète Miser, et en fait, je donne à la relation d'orbite qui est entre les deux un nom. Je l'ai appelé Miser Orbit. Et du coup, ça me permet de faire un set Miser Orbit.radius égale 93, c'est-à-dire que je me dis qu'il y a une orbite entre la planète Miser et son étoile de 93 millions de kilomètres. Je ne sais pas si c'est vrai non plus, merci de pas vérifier. Voilà, donc on a notre système. Et maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de faire des requêtes dessus pour pouvoir lire des choses. Donc, comment je lis des données? Il y a 3 mots-clés. Donc, il y a le match qu'on a vu, qui permet d'aller sélectionner un nœud ou une relation. Donc, c'est un peu l'équivalent du from en SQL. Je vais dire quel type de nœud je cherche, etc. Il y a le where. Le where, c'est pour le coup comme le where en SQL, c'est je mets des conditions sur les données. Donc, par exemple, where masse égale 25 si je cherche les masses solaires les masses d'étoiles, les étoiles qui ont une masse de 25 masses solaires. La phrase était compliquée. Et return, c'est l'équivalent du select. Alors on écrit match where return, donc on écrit à l'inverse du SQL. Et donc le return, en gros, c'est un peu le select. On va choisir ce qu'on veut lire en fait par rapport dans ce qu'on a sélectionné. Ça donne des choses comme ça. La première est assez simple. Je fais un match, je choisis n'importe quel nœud de mon graphe. Je mets une condition dessus, c'est que je veux que ça s'appelle Drudona et je récupère la masse. Donc là, ça me donne la masse d'un nœud qui s'appelle Drudona. J'ai pas dit ce que c'était comme type. Moi, je connais mon modèle. En fait, je sais que Drudona, c'est une lune. Donc, j'ai pas besoin de dire le type. Par contre, si je veux avoir la masse de la planète Bespin, sachant qu'il y a aussi une étoile qui s'appelle Bespin et qu'il y a aussi un système qui s'appelle Bespin, je peux pas juste changer mon Drudona là en Bespin. En fait, j'aurai 3 résultats. Donc là, je suis obligé de dire que dans mon match, je mets après mon premier planète qui est le nom de ma variable, un 2.planète où là je donne le label, donc c'est le type. Et là, du coup, je choisis que les planètes et j'ai ce que je veux. Dernier exemple, donc là vous voyez le where, où je peux mettre une condition sur une propriété. En fait, je peux aussi le faire comme j'avais fait dans mes create tout à l'heure, entre parenthèses entre curly brackets, c'est accolade en français, et à l'intérieur des parenthèses, donc dans le nœud. Ça me permet de sélectionner aussi ma planète Bespin. Et donc là, ce que je cherche, c'est toutes ces lunes. Et donc du coup, vous voyez que j'ai un crochet qui se ferme tout de suite. Ça veut dire que je cherche les moons, les lunes qui ont une relation avec la planète Bespin, et je type pas la relation en fait. Donc un crochet, c'est n'importe quelle relation. Moi, je connais mon modèle, je sais qu'en fait, il n'y a que des orbites possibles. Donc ça me va bien comme ça, et j'ai les lunes de la planète Bespin. Dernière chose qu'on peut faire, il y a d'autres trucs, mais on va dire un truc de base, avec le langage Cypher, c'est faire des agrégations. Donc c'est faire des calculs sur des groupes de données. C'est un peu l'équivalent du groupe by que vous connaissez en SQL. Et donc là, j'ai quelques exemples. Il y a des opérateurs d'agrégation, il y en a beaucoup plus que ça. Sur mon premier exemple, là je veux la masse moyenne des planètes du système Bespin. Donc soit j'aurais pu dire que je prends les planètes qui sont liées à l'étoile Bespin, mais en fait, si je ne connais pas quelle est l'étoile du système Bespin, je peux juste aller sélectionner le système et je cherche ce qu'il y a une relation, un nœud, une autre relation. Je ne sais pas ce qu'il y a entre les deux, mais je sais, voilà, et une planète. Et donc là, j'ai récupéré les planètes du système Bespin, et ce que je fais, c'est pour avoir la masse moyenne, du coup, je fais un average de planète.masse. Le deuxième, c'est la même chose, sauf que je fais un collect, et le collect, il me permet de lister les noms des planètes, donc ça me donne une liste JSON, en fait, de toutes les planètes du système. Enfin, le dernier, là, je vais faire un count, donc vous voyez, le pattern est un peu plus compliqué. Tout le début, c'est la même chose. Je prends les planètes du système Bespin et je vais chercher les species qui ont une relation avec ces planètes. Je n'ai pas typé la relation parce que je sais que les species, elles ont que des relations leaf zone. Donc, et là, ça me donne les planètes vivant sur le système Bespin. Et je fais un count de ça. Alors attention, parce que
Là, j'ai de la chance en vrai sur Bespin. Les humains, ils vivent que sur la planète. Imaginons qu'ils pouvaient aussi vivre sur une des lunes ou sur une autre planète du système. Bah, je les compterai 2 fois. Donc, je mets un distinct. Ça me permet d'avoir une seule fois les espèces. Un petit peu de tooling. Ça c'est un screenshot du browser Neo4j qui est avec le conteneur Neo4j que vous pouvez démarrer. Et donc, ça vous permet d'écrire un match. Donc là, j'ai fait un match en gros qui me permet d'avoir tout le graphe des astres du système. Et on retrouve du coup ce que j'avais fait en slide dans PowerPoint. Là, mon système, j'ai une visualisation graphe qui est assez sympa. Et donc on voit le système, il est en rouge, il y a son étoile en violet qui appartient à ce système-là. 3 planètes qui orbitent autour de cette étoile. Et 2 lunes qui orbitent autour de la planète Bespin. Maintenant, on va faire une démo live. C'est là qu'il n'y a plus de filet. Hop. Alors là, ce que je vous montre, c'est pas tout à fait la même chose que le screenshot que vous venez de voir. Ça ressemble beaucoup, en fait, mais c'est un workspace Aura. Donc Aura, c'est la version cloud de Neo4j. L'avantage, c'est qu'il est en clair par rapport au fond, donc ça va être plus facile pour vous pour voir. Donc, première requête que je peux faire. Donc en fait, là, dans ma base de données, j'ai mon système Bespin et j'ai un script qui a généré des planètes, des lunes, des systèmes avec des noms qui ressemblent à des trucs à Star Wars, mais n'allez pas chercher si ça existe vraiment. Ça n'existe pas en vrai. Alors, première requête, c'est ça. Alors, celle-là, elle est un petit peu barbare, mais en fait, qu'est-ce que je fais? Est-ce que vous voyez bien au fond? Ouais, c'est bon, ok. Voilà, pour l'instant, vous voyez juste des points, mais je vais zoomer. Même la requête. Je match n'importe quel nœud, et ensuite, je fais un optional match. Ça, c'est pour avoir aussi les nœuds qui n'auraient pas de relation du tout. Donc, je dis que c'est optionnel d'avoir une relation avec autre chose, et je retourne tous les nœuds et toutes les relations. Donc là, en fait, ça me donne tout mon graphe. Alors, faites pas ça avec des données de prod sur un graphe de plusieurs gigas, c'est un peu compliqué. Mais c'est assez joli. Vous voyez qu'on a on a 121 lunes, 100 planètes, 36 systèmes, etc. Avec des petites couleurs. Et on voit des choses, en fait, rien qu'en regardant le graphe, on voit des trucs qui sont un petit peu tout seuls. Si je zoome, ça zoome pas très vite. En fait, c'est celui-là, c'est un système qui a une étoile, qui a une planète. Et en fait, cette planète n'a pas de lune. Il n'y a pas d'espèces qui vivent dessus. Et donc, il se retrouve un petit peu à l'écart du reste. Et par contre, là, si on va voir dans la toile d'araignée ici, tout ça, c'est les lunes. C'est elles parce que les lunes ont des relations avec des planètes, qui ont des relations avec des étoiles. Donc, elles se retrouvent au centre, comme ça. Et on a les espèces, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 7. Mais les espèces sont au centre aussi, parce que c'est elles qui ont le plus de relations. Et en fait, en gros, ce qui se passe souvent quand on visualise comme ça, c'est qu'au centre, se trouvent les nœuds qui ont le plus de relations. Voilà, ça c'était pour que ce soit un petit peu joli. Maintenant, je reprends juste. C'est ce qu'il y avait dans le screenshot tout à l'heure. C'était mon match là, avec donc je prends le système Bespin, je cherche l'étoile qui lui correspond, les planètes qui orbitent autour de l'étoile, et je mets en optional match les lunes, parce que si je mets pas en optional match les lunes, les planètes qui n'ont pas de lune ne vont pas remonter. Je peux le faire si vous voulez. Hop, si je fais juste ça, j'ai plus qu'une planète parce que les 2 autres planètes n'ont pas de lune. Donc faire attention, vous pouvez mettre des optional match s'il y a des bouts de graphes qui sont coupés et que vous voulez quand même les deux. Donc ça ne donne pas tout à fait la même chose que dans le screenshot tout à l'heure. En fait, c'est la seule grosse différence que j'ai trouvée entre le Workspace Aura et ce que vous avez quand vous montez un Neo4j. C'est que par défaut, il vous refait pas les relations. Alors que Neo4j Browser, lui, il prend les relations qui seraient ici. Et donc ils ont décidé que c'était confusant, ça portait à confusion plutôt, c'est pas très français, confusant, de remonter les relations alors qu'on les a pas sélectionnées. Donc là, si je le fais de manière
avec les relations. Donc, c'est-à-dire que là, cette fois, j'ai mis, vous voyez, des noms de variables sur mes relations et je les retourne. Je les mets dans mon return. Hop, ça fait plutôt ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc ça, c'est mon système bspin. Maintenant, on va faire des trucs un petit peu... On va aller un petit peu plus loin. Je peux regarder les planètes sur lesquelles vivent les Wookiees. Vous voyez, je fais un match sur les planètes et je cherche les species qui ont le nom Wookiee qui vivent sur ces planètes. Et là, ce que je retourne, c'est le nom des planètes. Je ne retourne pas... donc là, si je faisais juste return planète, j'ai ma vie, je peux avoir ma visualisation graph. Et sinon, j'ai la régression table avec... voilà, il n'y a qu'une seule propriété, mais sinon, c'est un JSON avec toutes les propriétés. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le nom des planètes. Donc, j'ai mis planet name, et là, cette fois, j'ai un tableau avec le nom des planètes. Il y en a 9 sur lesquelles peuvent vivre les Wookiees. En général, pour visualiser les données, c'est quand même plus sympa de retourner les nœuds entiers. Voilà, c'est ça. Quand on veut la vue graph, on retourne plutôt les nœuds, les relations. Ça. Quand on veut une donnée précise, on va retourner la propriété qui nous intéresse. Même dans les clients, nous on utilise un client Java par exemple, on va plutôt utiliser la forme JSON des documents, parce que dans les nœuds, on ne les visualise pas dans le code, quoi. Sauf que ça se trouve, en fait, les Wookiees peuvent vivre sur certaines lunes. Donc en fait, c'est pas vraiment ça qui m'intéressait, c'est plutôt... Je donne plus le type, je veux pas spécifier que c'est que des planètes, ça peut être autre chose. Alors, a priori, ils vivent pas sur les étoiles, mais bon, pourquoi pas. Et donc là, j'ai mis Planet Hormone, j'ai changé le nom de la variable, mais ça change rien. Et en fait, effectivement, il y en a un peu plus, pardon, j'étais trop loin. Il y en a 52, donc en fait, ils peuvent vivre sur beaucoup de choses et beaucoup de lunes plutôt que des planètes. Autre chose que je peux faire, je me dis, tiens, j'ai envie de savoir c'est quoi l'étoile la plus massive dans ma galaxie. Si je fais ça, donc là, j'ai demandé en fait les étoiles pour lesquelles la masse est supérieure à 50 masses solaires, ce qui est assez gros. Je retrouve les étoiles, ok, j'en ai 8. Ça ne donne pas la plus massive, à moins que j'aille cliquer partout pour faire des comparaisons moi-même, mais bon, c'est pas le but de l'outil. Donc je vais plutôt récupérer le max, donc ça c'est une autre agrégation, pour dire je veux la masse la plus élevée. C'est 94,6 masses solaires, mais ça ne me dit pas quelle est l'étoile. Pour faire ça, en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est que d'abord, je vais aller récupérer cette masse maximum. Donc c'est le max là que je viens de faire. Et je lui donne un nom. Donc le with, en fait, me permet de donner un nom. Donc là, c'est le as, je l'appelais max mass. Et de continuer à faire d'autres matchs derrière avec cette donnée. Donc là, j'ai récupéré mon max mass et derrière, je peux faire un match. Cette fois, je demande l'étoile qui a la masse égale à cette masse maximum. Et donc, ça me permet cette fois de savoir que l'étoile la plus massive de la galaxie, c'est Aldino. On en fait un dernier un petit peu plus gros. Là, ce que je veux faire, c'est que j'ai envie de trouver une planète qui ressemble un peu à la Terre, mais la Terre, elle n'a qu'une lune, c'est pas rigolo, donc je voudrais une étoile qui ressemble à la Terre, mais qui a 2 lunes, minimum. Donc pour ça, donc je vais chercher, alors je l'ai fait en 2 fois, en 2 matchs. C'est la même chose que si j'avais venu caler ma planète, mettre la Moon, j'aurais pu la mettre de ce côté-là aussi. Il y a plusieurs façons de faire. Donc je vais chercher les lunes, je vais chercher les planètes, les étoiles, et je mets une condition sur le fait que l'orbite, celle-ci, j'aurais pu l'appeler planète orbite, ça aurait été un peu plus explicite. L'orbite de la planète à son étoile, je veux qu'elle soit entre 100 et 200 millions de kilomètres. Parce que la Terre, elle est à 150 millions de kilomètres du Soleil, donc ça ressemble. Et maintenant, en plus, je veux aussi que j'ai plus de une lune, au moins 2. Donc je compte le nombre de lunes, je lui donne un nom. Donc je fais un with, là pareil. Et dans le with, j'ai aussi besoin de récupérer ma planète et mon orbite. En fait, dans le with,
derrière, vous ne pouvez plus utiliser tout ce que vous avez mis dans le Wiz. À chaque fois que vous mettez un Wiz et que vous voulez continuer à travailler derrière, vous devez continuer à mettre tout ce qui vous intéresse. Donc la planète et l'orbite, ça m'intéresse toujours parce que moi je veux savoir quel est le nom de la planète à la fin. Et puis je vais aussi avoir la longueur de le rayon de l'orbite, histoire de voir lesquels sont les plus proches et lesquels sont les plus loin. Je mets un critère sur le fait que du coup le nombre de lunes il est supérieur à 1 et je retourne le nom de la planète, le nombre de lunes et le rayon de l'orbite. J'aurai que 3 matchs. Casino, Tatar et Tatou. Qui ont 2 lignes et qui ont une orbite, du coup ça va de 121 millions de kilomètres à 192. Ok. Et puis je me dis en fait, au final, 3 c'est pas beaucoup. Tant pis, moi je veux qu'il y ait au moins une lune. Ça me suffit au final, comme la Terre. Bon, moi j'en ai deux qui arrivent, qui ont qu'une seule lune et qui sont aussi entre 100 et 200 millions de kilomètres. Voilà pour la démo. Et donc, il nous reste quelques minutes pour vous parler d'applications réelles. Parce qu'un graphe avec 35 systèmes dans une galaxie, c'est pas très... c'est pas une grande galaxie. Donc Wooz, moi je travaille chez Wooz, et Michael a travaillé avec moi pendant 2 ans. Wooz c'est une solution de staffing, ça je l'ai dit au début. Donc nos clients principaux ce sont les ESN et les cabinets de conseil, mais on élargit nos horizons. Et donc l'idée c'est en fait de trouver entre un client qui donne une mission à une ESN, ses collaborateurs qui ont des dispos, qui ont des compétences et qui ont aussi des aspirations en fait de faire le meilleur matching possible pour que les collaborateurs aient des missions qui leur correspondent, que les clients ils soient vite fournis en personnes compétentes et que l'ESN sa marge elle augmente parce que elle trouve le plus rapidement possible quelqu'un pour ses missions et des missions pour ses collaborateurs. Donc c'est ça notre métier. Si ça vous intéresse, si vous pouvez chercher dans les couloirs, je serai ravi de répondre. Et donc chez Wooz, on a une ontologie de compétences, un grand graphe avec plein de compétences, de l'informatique et même plus que ça. Et les compétences, elles ont des termes alternatifs, des traductions, des liens de parenté entre elles. Par exemple, Framework Java, c'est le parent de Spring, qui est le parent de Spring Boot dans notre ontologie. Chacune des compétences a des descriptions qui sont aussi dans plusieurs langues, des liens Wikipédia, mais ça peut être des liens aussi d'autres choses qui sont aussi différents sur les langues. Par exemple, les liens Wikipédia, vous avez le lien en.wikipedia, fr.wikipedia, etc., etc., etc. Donc voilà, c'est une grosse galaxie ça, et qui nous sert en fait justement pour faire le meilleur matching possible dont je vous parlais. Et ça, c'est dans un graphe Neo4j. Et ça, c'est un tout petit bout de l'ontologie de compétences chez Wooz. Je ne sais pas si c'est très lisible, parce que là en fait il n'y a que 4 compétences. Il y a Java, Framework Java, Spring et Spring Boot. Alors, il y en a un petit peu plus, et on voit le lien. En gros, chaque grosse étoile, c'est un peu une compétence avec tous ces termes, toutes ces descriptions et tout ça. Et on a des liens. Alors je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais des liens parents, par exemple, qui va entre l'étoile que vous voyez en bas à droite là et celle qui est un petit peu plus petite à gauche. On voit une flèche quand même, c'est une flèche par an, donc en fait il y a Framework Java à gauche et Spring à droite en fait. Et Michael, vous parlez d'un autre exemple sur lequel on fait du Neo4j chez Wooz. Oui, alors comme dans toutes les applications, on doit gérer des permissions. Et en fait, chez Wooz, c'est un peu particulier, c'est qu'on ne pouvait pas juste mettre des rôles sur les utilisateurs et leur autoriser à voir tout ou partie des données. Là, c'est vraiment très lié au fonctionnel. Comme on vous disait, par exemple, chez Wooz, il y a des comptes clients dans des ESN, des clients. Vous allez avoir des missions, donc des projets, et dans ces projets, il va y avoir vraiment la chose atomique, c'est les tâches. En fait, c'est l'affectation ou le besoin du client sur lesquels vous allez pouvoir positionner des talents. Donc en fait,
toutes ces données, en fait, par exemple, un talent qui va être affecté à une mission, ça va lui donner de la visibilité à un certain niveau sur un projet ou sur le compte du client. Il va savoir pour quel client il travaille. Par contre, il va pas savoir le chiffre d'affaires du client, etc. Donc tout ça, c'est utilisé avec un graphe pour évaluer les permissions. Donc, par exemple, aussi, vous avez des relations de management. Donc vous avez votre N+1, N+2, N+3. Votre N+3, il va pouvoir avoir des informations ou modifier des informations qui vous concernent que vous ne pouvez pas modifier. Je sais pas, vos aspirations ou gérer votre carrière, etc. Donc tout ça, c'est matérialisé sous forme de graphe. Donc là, on vous a pris un petit exemple. Donc si vous voyez les couleurs, donc là, un talent, par exemple, il est en bleu ciel, bleu cyan, et il est affecté il est sélectionné sur 3 missions, donc qui n'a pas démarré encore. Il est affecté sur un besoin. Donc là, actuellement, il est sur une tâche. Cette tâche, elle est reliée à un dossier, donc qui est lié à un projet, et ce projet, il est pour un client. Donc le client est en rouge. Et en fait, du coup, grâce à ça, ça va lui donner de la visibilité sur le projet et jusqu'au client. Vous avez aussi des notions de permission scope, donc qui sont calculées. Par exemple, en fonction des droits de l'utilisateur, il va pouvoir voir certaines choses sur les nœuds ou pas. Et donc toute cette représentation, elle est faite dans Neo4j, et du coup, on exécute des ciphers, comme vous a montré Thomas. Alors, pas avec des Wookiees, mais avec des talents plutôt, mais un peu plus gros. Un peu moins poilu. Et du coup, le cypher est plus poilu, mais oui, les personnes le sont moins. Ça. Et ça va leur donner, en gros, leur niveau de visibilité et sur quels objets métiers ils ont le droit de voir. Et donc, merci à tous de votre attention. Et si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Merci.